Alors bonjour, nous arrivons, à la fin, de notre parcours et nous abordons aujourd'hui donc le 20e siècle, ce qui est assez compliqué parce que, il est toujours plus difficile de, maintenir, notre discours ancré sur la littérature, à cause du fait que les questions orthographiques sont désormais, réglées ainsi que la plupart des questions lexicales. Les aspects les plus intéressants qu'on remarque dans le développement de la littérature du XXe siècle concernent donc la syntaxe et le style. Nous ferons quelques observations, mais en principe, ce n'est pas l'objet de notre cours. Donc, dans les quatre fiches que je vous présenterai aujourd'hui dans la partie d'histoire externe, nous alternerons deux fiches consacrées plutôt aux questions littéraires et deux fiches consacrées aux questions plus externes, entre guillemets, notamment les discussions et les études des linguistes et euh, les actions de la politique concernant la langue. Évidemment, je serai extrêmement synthétique, je vous donnerai juste des points de repère. Euh, Vous pouvez approfondir le discours, soit euh, en lisant le manuel de Perret, euh, soit en abordant euh, l'autre bibliographie qui a été signalée dès le début ou qui est signalée par le même manuel de Perret. Donc, pour commencer le discours concernant le XXe siècle, le XXe siècle est appelé par les historiens le siècle court, et cela pour deux raisons en principe ont fait remonter le véritable début, commencement du siècle à la période de la Première Guerre mondiale, parce que c'est à ce moment-là qu'on remarque la plupart des changements importants qui font la différence entre l'époque précédente et l'époque suivante, et on le fait souvent terminé, entre guillemets, avec la chute du mur de Berlin, donc 1989. Ce qui nous intéresse là, c'est que, en effet, cette idée correspond assez bien aux questions littéraires, dans le sens que on ne remarque pas beaucoup d'innovations ou de modifications concernant la langue jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, on peut, d'une certaine manière, lier les premières décennies du siècle à l'évolution du 19e siècle. Un cas particulier est celui de Proust. Proust, qui est un auteur classique et moderne en même temps, surtout pour l'emploi de sa langue. En fait, sa langue est une langue très riche, mais en même temps très classique. Et au contraire, ses réflexions, les réflexions qu'il étale dans son œuvre majeure qui est à la recherche du temps perdu, est assez moderne en ce qui concerne la réflexion psychologique sur soi-même, sur l'auteur lui-même et sur la littérature et sur son époque, sur la culture de son époque en général. Euh, du point de vue euh, linguistique, on remarque chez Proust une tendance aux phrases très longues et à la syntaxe complexe, ce qui le rattache, c'est un modèle reconnu par Proust lui-même, au style du duc de Saint-Simon. Donc les mémoires de Saint-Simon, si vous vous souvenez, on remonte donc au 17e, enfin, pardon, au 18e siècle. C'est un style très particulier. Donc, par l'avou de Proust lui-même, son modèle est un modèle même pas classique, mais hyper classique, pour ainsi dire. Et sa langue n'est pas une langue particulièrement représentative ni de son époque, ni de l'époque suivante du XXe siècle. C'est une langue très particulière qui lui appartient entièrement. Ce qu'on remarque chez Proust, c'est aussi son attitude sociolinguistique. C'est le côté qui nous intéresse le plus d'un point de vue linguistique, mais c'est aussi celui qu'on ne pourra pas approcher faute de temps. C'est-à-dire, on remarque dans ce grand fresque qui est la recherche du temps perdu, une caractérisation des personnages par leur manière de parler.
c'est-à-dire que chaque groupe représenté, avec son identification sociale, avec évidemment ses caractéristiques lui sont propres, est aussi distingué par une manière de parler. Et donc la langue est utilisée par Proust de cette manière pour identifier de manière sociolinguistique l'appartenance des groupes qu'il décrit et qu'il caractérise. Donc cela pour parler du personnage le plus représentatif du début du XXe siècle. La situation change, comme je vous ai dit, de manière assez importante avec la Première Guerre mondiale, pardon, euh, surtout du côté linguistique. Euh, Ce qui change est la conscience linguistique dans le sens que pour la première fois, la Première Guerre mondiale est une guerre qui fait appel à tous les niveaux sociaux et aux gens, aux jeunes de toutes les régions de France. Donc pour la première fois, des groupes de jeunes gens qui proviennent de régions les plus disparates de France se retrouvent ensemble et sont obligés de communiquer. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils sont obligés de quitter leur dialecte, leur patois d'origine, qui était la langue parlée encore dans la plupart des cas, pour se donner à cette langue unitaire, entre guillemets, qui est le français standard. Donc il y a un progrès très important de la langue standard, justement à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et cela coïncide avec une évolution importante en général de la langue parlée et avec une stabilisation progressive de l'orthographe aussi dans la langue écrite, grâce aussi à l'accès facilité aux écoles et à l'accès généralisé aux écoles dont on a parlé dans la séance précédente. Donc, on commence à enseigner l'orthographe de manière systématique, la langue de manière systématique. Et au niveau social, la Première Guerre mondiale donne, comme je vous ai dit, une contribution importante parce qu'elle oblige des gens qui étaient habitués à parler dans un patois régional à s'exprimer dans la nouvelle langue qu'ils apprenaient à l'école en principe. En même temps, la guerre approfondit les différences de registre linguistique, c'est-à-dire la guerre fait comprendre aux gens qu'il y a des niveaux sociaux profondément différents en France et que à chaque niveau correspond une langue différente d'une certaine manière. Donc, c'est le témoignage d'un auteur suisse tel que Blaise Cendrars qui nous dit cela, et on va évoquer une citation de l'ouvrage de Blaise Cendrars, L'homme foudroyé, qui nous dit que depuis la guerre de 1914, on ne peut plus s'entretenir avec un homme du peuple, ni échanger trois mots avec un ouvrier. On ne parle plus le même langage. C'est la guerre des classes en France, la guerre des mots. L'accent y est, mais pas l'esprit. On est dans les abstractions. Il s'en dégage de la haine. Donc, si d'un côté, la guerre favorise la communication et l'apprentissage de cette langue commune qui est le français standard, de l'autre côté, elle montre l'existence d'une question différente, d'une question de registre et des langues différentes pour chaque classe sociale, une question de registre linguistique. C'est ce qu'on voit précisément immédiatement après la Première Guerre mondiale, comme je vous disais. C'est une époque dans laquelle on assiste à une identification presque totale entre la littérature et la langue parlée, ce qui est représenté de manière particulièrement significative par les œuvres de Céline. Euh, on assiste, donc je vous donne un exemple qui est tout de même assez marquant. Il existe une fracture énorme entre euh, la langue de l'ouvrage de Proust, dont le dernier volume est publié posthume en 1927, et par exemple la langue du premier ouvrage de Céline, qui a un énorme succès immédiat, c'est-à-dire Le Voyage au bout de la nuit, qui est publié en 1932. Donc, dans l'espace de 5 ans, qui est la distance entre la publication du dernier volume de la recherche de Proust et
la publication de la première édition du Voyage de Céline, il y a un véritable bouleversement linguistique complet. C'est-à-dire, si vous comparez la langue de Proust et la langue de Céline, c'est difficile d'admettre qu'il s'agit de la même langue, disons. Euh, on reviendra sur Céline au moment de de l'analyse des extraits des textes. Je suis obligé, comme je vous ai dit, de courir, donc de vous montrer seulement quelques exemples. Donc, on passe à Raymond Queneau et à son activité, non pas seulement en tant qu'écrivain, mais son activité aussi de polémiste sur la question de la langue. Raymond Queneau est un personnage très important dans le monde culturel du milieu, disons, du XXe siècle, et est le fondateur de l'Oulipo, ce laboratoire, pour ainsi dire, de recherche sur la langue et sur la littérature, qui donne lieu aussi non seulement à des études linguistiques, mais aussi à des ouvrages littéraires et à une mode littéraire sur laquelle nous reviendrons. Euh, Raymond Queneau, comme je vous disais, il est important aussi du point de vue linguistique pour sa proposition qui concerne ce qu'il appelle le néo-français. Il s'agit d'une réflexion menée sur la distance existante entre la langue littéraire et la langue parlée. Comme vous avez vu, Céline est le premier qui essaie d'identifier ces deux langues, mais la distance reste encore assez présente dans le monde culturel et Queneau arrive jusqu'à proposer un projet de rapprochement justement de ces deux langues, la langue littéraire et la langue parlée, un projet qui se fonde aussi sur une idée d'autographe phonétique. C'est-à-dire, il faut balayer l'orthographe ingérable, pour ainsi dire, qu'on utilise pour la langue française et se rapprocher le plus possible d'un orthographe de la langue parlée, et cela, de la langue orale, et cela pour diminuer cette distance qui existe entre ces deux niveaux. Il s'agit évidemment d'une réforme qui n'aboutira pas. D'ailleurs, Queneau lui-même reviendra sur ses pas et reconnaîtra l'échec de ces propositions, mais c'est tout de même intéressant de remarquer qu'on mène une réflexion importante sur l'implication de la langue et de l'orthographe sur la culture française et surtout sur la question socioculturelle. Là aussi, on reprendra cette idée de Raymond Queneau dans l'examen des textes. Ce qu'il faut remarquer, c'est que à partir de la publication du Voyage de Céline et surtout à partir du milieu du XXe siècle, là, on parlait entre de manière très importante dans la littérature. Mais non seulement elle entre en littérature, elle commence aussi à être étudiée d'une manière plus scientifique. C'est-à-dire que, et là aussi, on ne pourra pas évidemment aborder ce foisonnement d'études sur la langue, mais le XXe siècle est un siècle dans lequel la langue est étudiée de manière scientifique et est un siècle dans lequel les progrès des études linguistiques est énorme. Grâce aussi à des courants linguistiques suisses, euh, notamment l'école de Genève, de Saussure et d'autres sur lesquels on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais c'était important de remarquer qu'il y a à côté euh, de l'évolution euh, normale, disons, naturelle de la langue, et à côté de la réflexion menée sur la littérature, il y a aussi cette progression des études scientifiques sur la langue, et c'est quelque chose qui caractérise très bien le 20e siècle. Un autre aspect est celui de la littérature africaine en langue française qui commence à se développer au XXe siècle. Et là aussi, je ne pourrais pas aborder, d'ailleurs je vous ai dit dès le début qu'on ne se concentrera pas tellement sur le français parlé et écrit en dehors de France.
mais il est tout de même important de se focaliser un instant sur le rôle de certains écrivains français dans les débuts de cette littérature africaine, par exemple en langue française, et en particulier s'interroger sur le rôle de Camus qui est très discuté. Camus est un auteur qui est né et qui a vécu en Algérie jusqu'à 27 ans. Euh, donc qui a fait toutes ses études en Algérie, qui a toujours été resté extrêmement lié euh, au monde algérien, mais dans la position concernant la culture africaine et en particulier l'indépendance des colonies reste discutée. Euh, Camus ne s'est jamais prononcé à faveur de l'indépendance des colonies, même si il s'est approché, surtout dans sa jeunesse, de certains groupes de gauche qui euh, essayaient de favoriser non pas l'indépendance, mais en tout cas la justice dans les rapports entre les différents niveaux culturels et les différents groupes en Afrique et en Algérie en particulier. Mais son opposition, entre guillemets, à l'indépendance algérienne a fait en sorte que les hommes de culture, les premiers écrivains de langue française africains, algériens en particulier, l'ont ignoré. Euh, Même si, en lisant ses œuvres, on est obligé de reconnaître la dette énorme que ces écrivains ont par rapport à l'œuvre de Camus. Mais là aussi, on reviendra sur cet aspect dans l'analyse des textes. On est obligé de continuer. On a déjà parlé de l'Oulipo, et j'en ai parlé parce que son fondateur est Raymond Queneau, donc ce personnage qui a essayé de proposer une réforme au sens phonétique de l'orthographe française, mais il ne faut pas oublier que l'Oulipo est un courant très important et très varié qui a donné lieu aussi, bon, c'est un courant que pour la production littéraire se fondait surtout sur la construction de contraintes, c'est-à-dire que chaque écrivain devait se donner pas mal de contraintes formelles avant de se mettre à écrire un ouvrage, et l'ouvrage devait se créer à travers l'obéissance à ces contraintes. Donc, c'est un formalisme que dans la plupart des cas, ou dans un certain nombre de cas, en tout cas, a donné lieu à des ouvrages, je ne dis pas illisibles, mais en tout cas très difficiles à lire et surtout pas très aboutis du point de vue littéraire, mais ce même courant a donné lieu à des chefs-d'œuvre, et c'est le cas notamment de La vie, mode d'emploi, l'ouvrage majeur de Georges Perec. Avec Georges Perec, on s'approche de ce qu'on appelle l'écriture blanche. Ce n'est pas un hasard si je pose Georges Perec immédiatement à la suite de Camus, dans le sens que Camus est considéré comme le pionnier, si vous voulez, de cette écriture blanche, alors que avec Perec, on est plutôt aux épigones, c'est-à-dire aux derniers représentants de ce courant littéraire. Qu'est-ce que c'est que l'écriture blanche? Là aussi, on le verra mieux avec le commentaire de l'extrait textuel consacré à Pérec, mais il s'agit en tout cas d'une écriture neutre dans laquelle euh, la présence de l'auteur est le plus possible effacée. Et cela aussi du point de vue du style et de la langue. On reviendra sur ça. On est obligé de marcher à grands pas, évidemment, vers la fin du siècle. Et là, parmi les exemples que j'aurais pu choisir, évidemment, j'ignore un grand nombre d'écrivains qui mériteraient d'être évoqués, mais dont on n'a pas le temps de parler. Et je me borne à un seul auteur, qui est Pierre Michon, auteur contemporain, pour lequel on parle du point de vue du style et de la langue, du néoclassicisme, ou c'est une définition que je donne, mais je crois qu'elle pourrait être reconnue euh,
assez largement, c'est un néoclassicisme contemporain. Et cela, je reprends cette définition de quelques citations, de quelques phrases de Michon lui-même qui décrit son œuvre et en particulier le texte pour lequel il est le plus connu, c'est-à-dire les vies minuscules, dont je dirais l'extrait qu'on commentera dans la partie textuelle. C'est Michon lui-même qui nous dit ce qui me vient à l'esprit là et souvent, c'est que Vie minuscule est le dernier livre du 19e siècle, mais un pseudo-livre du 19e écrit après les avant-gardes. C'est une bizarre mixture que je n'ai jamais bien comprise. C'était écrit comme si Chateaubriand ou Flaubert avaient lu Barthes. Et ça, c'est évidemment une phrase tirée d'une interview de Pierre Michon qui parle de son ouvrage lui-même. Effectivement, c'est une définition qui est réussie, à mon avis, dans le sens que le style de Michon est un style effectivement très classique, on le verra. C'est une langue même très recherché, mais qui exprime en tout cas une idée extrêmement moderne de la littérature et de l'approche au personnage en particulier. On y reviendra. On doit passer maintenant aux dernières fiches euh, concernant l'histoire externe. Et en particulier, comme je vous ai déjà dit, euh, grâce à la multiplication des études linguistiques sur la langue du XXe siècle, et en particulier au fait que ces études ne sont plus uniquement concentrées sur la langue littéraire, il y a au XXe siècle une prise de conscience de l'existence des registres différents. Et vous vous souvenez de la phrase que j'évoquais de Blaise Cendrars, il y a un registre populaire, il y a ce qu'on appelle la fausse élégance, un registre recherché mais finalement euh, pas réussi jusqu'au bout. Il y a les jargons scientifiques et le jargon administratif qui a surtout euh, très critiqué parce que c'est une langue artificielle, inventée, à la syntaxe extrêmement complexe, qui est à la fois critiquée, mais qui est aussi très influent dans la manière de parler et de s'exprimer des gens lorsqu'ils veulent se donner, comment dire, une certaine autorité. Et aussi, il y a, comme je dis, le jargon scientifique. En plus, le XXe siècle est le siècle de l'explosion des médias et des moyens de communication. Non seulement ceux qui existaient déjà au XIXe siècle, comme les journaux et en partie le poids de la chanson, etc. Mais il y a toute une autre série de moyens qui contribuent à la diffusion de la langue et d'un certain type de langue, notamment la radio, la télévision, le cinéma, mais aussi d'autres véhicules linguistiques tels que la chanson et la publicité. La publicité a une influence énorme sur la langue parlée. Et ce qu'il faut dire, c'est, je n'en parle pas de manière spécifique, on y reviendra peut-être la prochaine fois lorsqu'on abordera quelques aspects particuliers euh, de l'évolution linguistique contemporaine, mais il faut dire que les médias ont remplacé l'Académie française dans sa fonction de détermination et de propagation de la langue française. En fait, ce à laquelle on insiste au XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est la crise de l'autorité de l'Académie française. L'Académie française reste quelque chose d'ancré à des discussions sur le passé, même presque ridicule d'une certaine manière. Et en fait, euh, dans la vie concrète, c'est plutôt les médias, justement, qui ont pris le rôle qui était autrefois celui de l'Académie, de déterminer la langue parlée par les gens. En fait, on constate, on remarque que les nouvelles technologies changent l'approche à la langue. Elles le changent de plusieurs manières, non seulement du point de vue que j'ai déjà dit concernant le rôle de détermination d'un
coutumes linguistiques par l'accès des médias, etc., mais aussi du point de vue du progrès technologique lui-même. Par exemple, une des révolutions évidemment du XXe siècle qui continue dans le siècle actuel est le rapport de la langue avec le clavier. Ça commence avec l'ordinateur, ça commence avec la machine à écrire, mais la machine à écrire, dans la machine à écrire, évidemment, ce n'est pas encore, on utilise le clavier de manière très traditionnelle, alors que avec les possibilités d'écriture en direct que nous donne l'informatique, c'est-à-dire de plusieurs interventions sur le texte qu'on est en train de dire grâce au clavier, cela provoque une évolution fondamentale. On part du clavier, on part de l'ordinateur et on arrive au téléphone portable avec toutes les habitudes que ces innovations technologiques apportent, les textos, SMS, évidemment les discussions en ligne, tout ce que vous voulez. Cela, par exemple, implique l'énorme diffusion de formes d'abréviations, des sigles et d'acronymes. Un langage très rapide, très synthétique, des échanges interpersonnels favorisés par les nouvelles technologies, on remarque la création d'une langue qui n'est pas comprise par ceux qui n'ont pas accès à, ces moyens technologiques ou qui ne veulent pas accéder pour des questions d'âge ou pour d'autres questions. Une autre chose sur laquelle on pourrait s'interroger est justement le fait que cette innovation technologique donne un énorme pouvoir aux jeunes générations de création de la langue, avec évidemment toutes les discussions qui naissent et qui sortent de cette nouveauté d'approche. On discute notamment sur le fait, est-ce que les jeunes apportent une innovation salutaire à une langue qui était trop figée et trop ancrée à des modèles archaïques, ou est-ce que les jeunes détruisent la langue? Il s'agit de nouveaux barbares d'une certaine manière. C'est une discussion qui est toujours ouverte. Évidemment, sans aller aux positions extrêmes, je crois qu'il y a une innovation importante à retenir en étudiant le langage des jeunes, mais ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années et de décennies, c'est un progressif et constant détérioration de la langue écrite. Alors ça, on le voit très bien à l'école, on le voit même à l'université. Et d'ailleurs, je le vois même sur moi. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en Suisse, euh, avec évidemment mon français d'école, étudié à l'école, etc., j'avais un contrôle d'une certaine manière sur l'orthographe que je n'ai plus maintenant. Pourtant, maintenant que pourtant mon français a beaucoup progressé, évidemment. Je me plaignais au début des fautes d'orthographe que faisaient les étudiants, certaines desquelles me paraissaient vraiment impossibles. Je me rends compte maintenant que souvent les fautes d'orthographe sont simplement la conséquence justement de cette distance entre la langue orale et la langue écrite. Et le plus on entre, le plus je suis rentré dans une habitude de langue parlée, le plus j'étais sensible et le plus je risquais de faire les mêmes fautes que je voyais dans les travaux des étudiants. Donc, effectivement, il y a là un problème d'un côté qui est lié à cette différence énorme entre langue écrite et langue orale, mais aussi un problème qui est lié à l'apprentissage de la langue et de l'orthographe. Et là, il y a un problème majeur. Les réformes scolaires des dernières années ne semblent pas efficaces et on constate en effet une régression de la langue écrite, la qualité de la langue écrite. Donc, sur ça, on reviendra peut-être la prochaine fois. Euh, sur la question des jeunes et de la langue, je laisse maintenant cette question sur laquelle
On aurait pu discuter si on avait eu des cours dans des conditions normales. Évidemment, là, on ne peut pas le faire. Est-ce que ces innovations apportées par les jeunes constituent une innovation salutaire de la langue ou une destruction de la langue elle-même? Quand on parle de langage des jeunes, évidemment, on fait référence aussi au nouveau langage argotique et notamment au verlan. Verlan qui n'est pas une véritable nouveauté des dernières années. En réalité, le verlan remonte au XVIe siècle. Certains emplois dans lesquels on peut reconnaître les mêmes règles qui ont été adoptées par le verlan actuel, on constate certaines anticipations au XVIe siècle, mais le verlan en tant que tel a été en quelque sorte réinventé dans les années 40 à 50 du XXe siècle. On en trouve l'application littéraire la plus ancienne, probablement, chez Auguste Le Breton, et notamment dans cet ouvrage dont vous voyez la couverture du Rififi chez les hommes, publié en 1953. Ce qui est important à remarquer, c'est que le lien existant entre l'argot et le verlan, c'est-à-dire il s'agit toujours d'un langage adopté en tant que signe d'appartenance identitaire dans certains groupes, c'était les voleurs et comment dire, les criminels, pour ce qui concerne l'argot que nous avons vu dans les dernières séances, ce sont plutôt les jeunes et les adolescents en particulier pour ce qui concerne le verlan. Mais à la base, il y a toujours d'un côté cette volonté d'adopter une langue qui est une marque d'appartenance sociale, euh, dans laquelle on se reconnaît comme appartenant à un groupe, et de l'autre côté aussi de se donner un code secret, pour ainsi dire, qui n'est pas compris à l'extérieur du groupe lui-même. Et cela nous ramène au rapport compliqué entre langue écrite et langue parlée, qui sont différentes, mais qui en même temps présentent des croisements continus. Et l'exemple le plus intéressant de ce point de vue est le théâtre contemporain dans lequel on assiste à ces croisements continus entre les différents registres linguistiques. J'aborde de cette manière euh, la dernière fiche, qui est une fiche qui concerne plutôt justement les études scientifiques en tant que telles. Le début mais pas seulement le début, jusqu'au milieu du XXe siècle, on assiste à une reprise des positions puristes, donc à la réaction à ce qu'on appelle le massacre de la langue française. Euh, donc, vous voyez, ce n'est pas que seulement quelque chose dont on parle aujourd'hui dans la nouvelle génération, c'est aussi quelque chose qui a intéressé les savants dès le début du siècle, c'est-à-dire on assistait à cette invasion de la langue orale dans la littérature, dans la langue écrite, et il y a eu de la part de certains savants une réaction, et ça crée à ce moment-là une opposition entre les néo-puristes, ceux qui défendaient l'état d'une langue le plus possible proche de la langue élevée écrite, et les linguistes qui avaient par contre une approche beaucoup plus pragmatique et comment dire, pratique à la langue, c'est-à-dire qui s'intéressaient euh, à euh, connaître cette évolution linguistique, en particulier l'évolution de la langue parlée, à l'étudier et à en voir d'une certaine manière l'organisation et le fonctionnement. Je vous donne deux exemples. Le premier est la publication de ce essai, Le français, langue morte, publié en 1923 par André Thérive, qui montre d'une certaine manière le point de vue de néo-puriste, même si Thérive prendra la distance ensuite par la position exprimée dans ce texte. C'est un texte provocateur d'une certaine manière, euh, dans lequel Thérive s'oppose justement à la langue du commerce, de l'administration, de la politique et des journaux, en disant qu'il préfère adopter une langue morte, c'est-à-dire fixée
sans tenir compte de l'évolution normale, donc c'est la langue classique, pour ainsi dire, mais c'est intéressant de constater cette reprise de l'expression une langue morte. Si vous vous souvenez, le texte qu'on avait abordé, le dernier texte qu'on avait abordé dans la séance consacrée au 19e siècle, était justement un passage de Arago de Huysmans, dans lequel Huysmans parlait justement euh, du français et de la littérature française comme de quelque chose qui allait vers sa mort. Or, il est intéressant de remarquer que les néo-puristes du XXe siècle euh, adoptent justement cette idée, mais ils préfèrent se fonder sur cette langue morte et figée pour contraster une évolution pédante et barbare qui va dans la direction de l'adoption de la langue de l'administration ou encore pire de la langue du journalisme. Voilà, donc ça, c'est la position d'André Thérive. De l'autre côté, on a, par exemple, je prends un autre exemple, la publication d'un savant suisse, Henri Frey, c'est-à-dire la grammaire des fautes dans laquelle, justement, ce savant étudie certaines fautes qu'on condamne dans la langue orale, mais qui sont le signe d'une évolution de la langue qui va dans des directions inattendues et sur lesquelles on pourrait construire une nouvelle langue. Et notamment, dans ce texte, Henri Frey utilise les catégories linguistiques que nous utilisons encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance fondamentale de l'analogie en tant que loi fondamentale pour la construction d'une langue orale et la loi contraire, pour ainsi dire, l'analogie à laquelle on doit recourir lorsque l'analogie tend vers une excessive euh, un excessif nivellement linguistique, c'est-à-dire la différenciation, qui permet une distinction entre différentes catégories, et cela pour retrouver une clarté qui avait été perdue à cause justement des normes rigides. Ce texte a été publié en 1929, mais la discussion entre les puristes et les linguistes, et en général sur l'état de la langue, euh, continue des années 20 jusqu'aux années 70 du XXe siècle, finalement. Ensuite, donc après la moitié du siècle, on assiste à une évolution au sens plus modéré et tolérant de la discussion, mais qui reste en tout cas une discussion importante. Alors, la dernière partie de l'affiche, par contre, est consacrée à ce qu'on appelle les langues régionales, ou plutôt les patois, comme ils sont appelés désormais, et les langues minoritaires, telles que l'occitan, le breton, le catalan et les autres langues qui sont toujours parlées en France. Euh, je vous ai donné quelques informations dans les séances précédentes. Il y a eu des phases différentes dans l'attitude par rapport aux langues minoritaires et aux langues régionales, mais en gros, on peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a une opposition féroce euh, au nom de la fondation de la nouvelle langue unitaire qui devait fonder la nation France, etc., à partir de l'époque précédente de la Révolution et de la Révolution elle-même, on assiste à un écrasement systématique des langues minoritaires et des langues régionales, sauf quelques renaissances particulières par-ci et par-là dans les siècles, et en particulier grâce à l'esprit romantique dans les premières décennies du XIXe siècle. Mais c'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on prend conscience qu'on est en train de perdre une richesse énorme d'un point de vue culturel et d'un point de vue linguistique. Et donc, on commence à adopter de mesures qui euh, essayent de sauvegarder la richesse culturelle de ces langues. Notamment, en 1982, euh, en France, il y a la fondation d'un comité de défense et promotion des langues d'Oïl, au pluriel, justement, ce qui comprend aussi les patois qui commencent à être, euh, d'une certaine manière, enseignés à nouveau aussi dans les écoles. Comment dire,
favorise les initiatives culturelles euh, en patois et dans les différents dialectes. Et au niveau de la communauté européenne, en 1992, il y a la promulgation de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Je vous rappelle que langue régionale signifie des dialectes ou des patois parlés à l'intérieur d'une région dans laquelle on parle une autre langue unitaire qui est le français. Les langues minoritaires sont par contre des langues différentes qui ont, dans la plupart des cas, c'est le cas du catalan par exemple, qui sont parlés dans d'autres régions de manière en tant que langue officielle, mais que à l'intérieur de la France sont des langues parlées par une minorité de la population. Il faut dire que cela suit évidemment plusieurs lois, en France en particulier, sur l'emploi du français euh, et des actions politiques, notamment après la fondation du Haut Comité de la langue française en 1966. Les lois sur la langue se suivent, mais euh, toujours avec une efficace très, très, très limitée. Et notamment, on assiste à une série de politiques contradictoires sur l'école. Euh, on favorise ou pas le latin en tant que langue base pour la formation des patois. Donc, par exemple, dans les dernières décennies, on a vu qu'il y a une diminution de l'importance du latin qui est désormais éliminée dans la plupart de l'enseignement secondaire. L'attitude envers l'anglais, d'un côté, au comité de la langue française essaye de s'opposer à l'invasion des anglicismes, mais de l'autre côté, on a introduit un enseignement de plus en plus précoce de l'anglais pour essayer de former des gens pratiquement bilingues. Donc, des politiques contradictoires qui sont toujours difficiles à mener. Même l'attitude sur les patois, on est passé, il y a encore de souvenirs, disons, d'écoles dans lesquelles le fait de parler patois était une marque d'humiliation, humiliante, et on humiliait les élèves qui parlaient patois. On les obligeait à ne pas le faire et on le punissait s'ils parlaient patois. La même chose, on voit aujourd'hui dans les attitudes par rapport à l'orthographe. Là aussi, il y a des attitudes très libertaires, très négligentes qui ne s'intéressent pas à l'enseignement et à l'apprentissage de l'orthographe. Et de l'autre côté, par contre, parfois des attitudes euh, très autoritaires sur l'orthographe qui apportent encore une fois une humiliation dans le cours de l'apprentissage de l'orthographe. Pour conclure la séance d'aujourd'hui pour ce qui concerne l'histoire externe, il faut évoquer, mais on en parlera dans la partie du lexique, ce qu'on appelle la réforme orthographique de 1990. Euh, c'est la dernière réforme qu'on a essayé d'appliquer à l'orthographe française. Et là aussi, il s'agit de quelque chose qui n'a pas véritablement abouti et qui a été appliqué de manière partielle et incomplète et qui a suscité un nombre incroyable de discussions. C'est encore une fois une preuve du fait que désormais, concilier l'orthographe telle qu'on la connaît et la langue parlée qui évolue de plus en plus est une opération extrêmement difficile, voire impossible. Et c'est tout donc pour la partie d'histoire externe. Pour aujourd'hui, on passe à la partie de phonétique et de lexique. Merci.